Bonjour, Caroline Mécari, vous êtes avocate, Irène Théry, vous êtes sociologue, vous êtes toutes deux spécialisées sur les questions relatives à la procréation médicalement assistée, la PMA. Nous sommes en train de débattre des questions relatives à l'ouverture de la PMA à d'autres types de couples et aussi aux femmes célibataires. Alors, la première question, la question qui se pose, c'est comment voyez-vous cette évolution de l'accès à la procréation médicalement assistée? Est-ce que c'est un pas pour l'égalité? Est-ce que ça sera un pas suffisant? Voilà. Alors, je pense que les choses sont relativement simples. Il y a deux niveaux sur l'accès de la PMA. Il y a le niveau médical. Donc, c'est évidemment très important que toutes les femmes puissent avoir accès à la procréation médicalement assistée. Parce qu'aujourd'hui, on rappellera que les couples de lesbiennes ou les femmes célibataires vont dans les pays à l'étranger en Europe. Il y a 14 pays qui ont déjà ouvert la PMA aux couples de femmes, 26 à des femmes célibataires. Donc, on va partir du principe que la procréation médicalement assistée, elle va être ouverte à tous les couples. La question qui se pose pour le législateur français, c'est vraiment la question essentielle, c'est de savoir comment on va établir le lien de filiation entre l'enfant conçu grâce à cette PMA avec un tiers donneur et le couple de femmes. Et donc là, il est important de rappeler que les liens de filiation, tels qu'ils figurent dans le Code civil, ce sont toujours des constructions sociales. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement lié à la biologie. C'est-à-dire que la filiation peut résulter d'un jugement d'adoption. La filiation va résulter d'une présomption de paternité pour le mari de la femme qui a accouché. Ce n'est pas la biologie qui fait le père, c'est le fait qu'il soit marié. Et donc, dans cette optique-là, le législateur peut évidemment choisir de mettre en place un lien de filiation pour les enfants conçus grâce à un don dès la naissance, avec plusieurs systèmes. Donc, ça va de la déclaration commune anticipée de filiation dont Irène, avec Anne-Marie Leroyer, est l'initiatrice, mais ça peut aussi passer par une présomption de comaternité ou une reconnaissance de paternité. Oui, ce que je pense important, c'est de comprendre qu'il y a des pays qui n'ont jamais eu à ouvrir la PMA aux couples de femmes ou aux femmes seules parce qu'ils n'ont tout simplement jamais pensé à leur interdire. Et donc, c'est un peu... la France fait partie des pays qui ont décidé que la PMA était réservée aux couples hétérosexuels en âge de procréer. Et c'est là, il y a un point auquel il faut être bien sensible. Si la PMA s'était soignée une infertilité pathologique, les couples de femmes qui n'ont pas de problème d'infertilité, quand elles n'en ont pas, n'auraient pas eu l'idée d'y avoir recours. La PMA avec don, c'est une partie de la PMA, c'est celle dans laquelle un couple de personnes qui veulent avoir ensemble un enfant mais qui ne peuvent pas le procréer ensemble, ont recours à une tierce personne qui va donner de sa capacité procréatrice pour permettre à ce couple d'avoir un enfant. Donc ces PMA avec don, qui sont le cœur du débat, elles supposent évidemment que la personne qui donne n'a aucune intention d'être parent, et même on lui garantit qu'elle ne le sera jamais transformée en parent. C'est le couple d'intention qui sera le parent. Donc le problème qu'il y a derrière ça, c'est un problème assez simple. On organise depuis un demi-siècle des PMA avec don en France, mais au lieu de les revendiquer, on les dissimule de façon à faire croire qu'il n'y a pas eu de don, qu'il n'y a pas eu de donneur, et que le couple qui a eu recours au don a procréé par lui-même. Donc, à l'occasion de cette rénovation des lois de bioéthique, il y a un enjeu très important, c'est est-ce qu'on reste dans le système de dissimulation, d'effacement, il n'y a jamais eu de don, l'homme stérile et le père stérile est le géniteur des enfants, ou bien est-ce qu'on se pose la question que, comme les femmes qui n'ont jamais eu l'idée de mentir à l'enfant sur son mode de conception, les couples de femmes, est-ce que dans l'ensemble, notre société est capable maintenant de faire une place au soleil pour ces familles, pour ces enfants? Et je pense que c'est un enjeu très important. Alors, comme vous le soulignez très justement, les couples de femmes ont déjà des enfants et ont
et ont finalement n'ont pas attendu la loi. Et pour le coup, pour cette histoire de secret ou de cacher quelque chose, ce ne sont pas des couples dans lesquels on va cacher quelque chose, mais par contre, il y a toujours des enjeux qui se posent, qui sont très difficiles, qui ne sont pas nécessairement liés à l'accès à la technique de la PMA, mais qui sont liés plus largement à la reconnaissance, à cette place au soleil des familles, et pour lesquels il reste encore beaucoup à accomplir. Je crois qu'en particulier, Caroline Mécari, vous êtes souvent confrontée à des situations toujours très compliquées dans la reconnaissance de la filiation et donc de la parenté de la mère sociale, dite sociale. Alors, il y a deux choses. Il faut distinguer la situation d'un couple de femmes qui a eu recours à une PMA à l'étranger. L'une d'entre elles va tomber enceinte et puis ensuite l'enfant va naître en France. Si elle se marie avec sa compagne, ou si elle est déjà mariée, sa conjointe peut donc adopter l'enfant en question, de sorte que cet enfant va être protégé grâce à cette adoption intrafamiliale qui est parfaitement possible depuis 2 avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Il peut arriver que le couple de femmes était engagée dans un projet d'enfant, tout simplement, qu'en effet, l'une d'entre elles est tombée enceinte, elle a donné naissance à l'enfant, l'enfant a été élevé pendant un certain temps par les 2 femmes, mais elles ne se sont pas mariées et elles se sont séparées. Et là, la situation pour l'enfant est vraiment catastrophique parce que la mère légale, celle qui a accouché, peut du jour au lendemain dire à son ex-compagne « Je ne veux plus te voir, je ne veux plus que tu vois l'enfant ». Et l'enfant est coupé d'une partie de son histoire. Et pour essayer de faire en sorte que cet enfant ne soit pas coupé d'une partie de son histoire, il faut mettre en place une procédure qui est compliquée et qui est limitée parce que c'est le juge qui apprécie si c'est l'intérêt de l'enfant que le lien soit maintenu avec sa mère sociale ou est-ce que c'est pas son intérêt. C'est d'autant plus difficile que dans ces dossiers-là, la mère légale, qui est la mère biologique par ailleurs, est souvent dans une position radicale, c'est-à-dire qu'elle a une volonté le plus souvent d'effacer et de nier qu'elle n'a pas fait cet enfant tout seul. Et donc l'un des enjeux de l'ouverture de la PMA en France à toutes les femmes et de l'établissement du lien de filiation dès l'origine, dès la naissance de l'enfant, quelle que soit la modalité qui sera choisie par le législateur, c'est justement de permettre que des enfants n'aient plus à subir de telles situations de discrimination. Parce que ce sont des vraies situations de discrimination. Puisque s'ils étaient nés au sein d'un couple hétérosexuel, la filiation aurait été établie dès l'origine. Il y a un point sur lequel les recherches en sociologie ont apporté quelque chose d'important, c'est la compréhension de la démarche du couple d'intention. Oui. Ce couple d'intention, c'est-à-dire c'est le couple qui recourt à un don. Ça ne veut pas dire qu'il pense qu'on fait des enfants avec des intentions, parce que justement, il veut faire naître un enfant. Oui. Mais il veut, ce qui est important, c'est que pour la valeur centrale pour ce couple, c'est qu'on ne hiérarchise pas entre les deux. La hiérarchie, elle vient quand on se dispute, effectivement. Oui, mais quand on est dans le projet, le sens du projet, c'est entre celui ou celle d'entre nous qui va accoucher, celle qui ne va pas accoucher, celui d'entre nous qui est le père biologique, celui qui ne l'est pas, etc., il n'y ait pas de hiérarchie. Donc, que leur projet soit un projet solidaire. Ça, je crois que c'est très important. Donc, ça veut dire que ça met la France par rapport à une question qui est nouvelle, et ça, il faut bien en avoir conscience. Jusqu'à présent, on disait, est-ce que vous êtes plutôt pour le parent biologique ou est-ce que vous êtes pour le parent social ? Eh bien, les couples qui ont recours à un don dépassent cette opposition et disent, pour nous, c'est très important de donner la vie et c'est très important aussi de pouvoir devenir parent quand on ne donne pas la vie soi-même. Et donc, ils vont allier ces valeurs que notre débat ne cesse d'opposer. Et il les allie, qu'est-ce qui fait les allier ? C'est justement ce projet, c'est-à-dire cette intention de faire une famille, cet engagement pour faire une famille. Donc c'est vraiment la question de la valeur de l'engagement parental qui est centrale et qui doit être respectée comme étant, je crois, ce qui va fonder les droits de l'enfant. C'est ce qui est très important, cette notion d'engagement, la reconnaissance de l'engagement, la reconnaissance d'une égalité entre tous les parents et les modalités dans lesquelles on devient parent, dans l'intérêt des parents et dans l'intérêt des enfants également. Quelque part, donc, comme vous le dites, ça fait évoluer notre modèle, notre façon de voir par le droit, notre façon d'appréhender la parenté, mais c'est pas parce qu'il s'agit d'une dimension d'engagement qui est très forte que c'est plus faible que le biologique. Quelque part, il y a un engagement qui est irrévocable et qui est une parentalité de fait, qui est solide et qui est celle de ses enfants et de ses parents. Enfin, Alors, ces enfants, on pourrait en dire un mot d'ailleurs, parce que ça fait maintenant 50 ans qu'il y a des procréations médicalement assistées avec des dons.
Et c'est la première fois, à l'occasion de cette rénovation, que des personnes conçues par don, de façon assez importante, prennent la parole. Pendant très longtemps, on a pensé pour les enfants, et certainement on a voulu faire bien, hein, mais on ne s'est pas tellement soucié de la façon dont elles-mêmes pouvaient réagir. Et donc je trouve très important cette nouvelle donne. C'est-à-dire que qui est le mieux placé aujourd'hui pour nous donner des guides éthiques, sinon les personnes qui ont les enfants et plus tard les personnes qui sont nées de ces dons. Alors que disent ces personnes? D'abord, elles disent qu'elles sont très heureuses d'être là, hein. Donc par rapport à ceux qui nous expliqueraient qu'il vaudrait mieux ne pas ouvrir la PMA aux couples de femmes, c'est-à-dire que ces enfants, les enfants qu'elles peuvent avoir, ne soient pas là. La réponse est simple, les enfants sont très heureux d'être là. Ils n'ont pas du tout envie d'être niés dans leurs droits, dans leur existence même. Mais ils disent aussi que, puisque pour le moment ce sont des enfants issus de couples hétérosexuels, que cette idée de maquiller les choses, que le droit organisé, que la médecine organisée, cette idée de faire passer leurs parents pour leurs deux géniteurs et en laissant ces parents seuls en fait, hein, ils ont été abandonnés par les institutions, ça n'a pas été une bonne chose. Ça a contraint les familles à être dans un secret, après il a fallu lever les secrets, c'était très difficile tout ça. Et donc ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est très simple. Ils ont des parents, ils ont des donneurs. Pour eux, ça pose pas de problème. Ils comprennent très bien les places des uns, les places des autres. Ils ne veulent pas biologiser la filiation. Ils disent simplement, notre histoire, il y a eu plus de personnes que dans les autres. Eh bien, il est temps que cette histoire puisse être racontée, tout simplement, et mise au jour. Ça, je crois que c'est une nouvelle donne très importante. Que tu en penses, Caroline? Je pense que c'est en fait, il est au fond demandé aux législateurs, c'est-à-dire quelque part une émanation de la société au travers des parlementaires, de garantir à chacun, à chaque enfant, une place qui soit extrêmement claire. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais que la filiation, c'est toujours une construction sociale. C'est vraiment, voilà, ce n'est pas la biologie. Et on a déjà plusieurs manières d'établir la filiation, que ce soit par l'acte de naissance ou par la reconnaissance de paternité, ou encore la possession d'état, c'est-à-dire le fait de se comporter comme un parent sans avoir absolument aucun lien biologique avec l'enfant, permet de mettre en place un lien de filiation. Mettre en place un lien de filiation, ça veut dire une protection par le droit. Porter le nom, voir l'autorité parentale exercée par les deux parents, pouvoir hériter du parent, ce qui n'existe pas quand il n'y a pas de lien de filiation. Et puis on a la filiation adoptive. Et donc là, il s'agit de mettre en place un nouveau mécanisme qui est lié à cette, à cette situation particulière d'être né grâce à un don. Donc permettre la place de chacun, la place des parents au sens légal du terme, la place du donneur qui n'est jamais juridiquement un parent. C'est ça, c'est très important de le rappeler. Il n'est pas juridiquement un parent, mais c'est pas pour autant que le donneur, d'ailleurs, ça peut être une donneuse, hein, puisqu'il y a des dons d'ovocytes, c'est pas pour autant qu'ils doivent être effacés. Mais au final, quelle que soit la technique juridique qui est employée pour l'établissement du lien de filiation, ce qu'il est essentiel de rappeler, c'est que tous les enfants, à partir du moment où il y a un lien de filiation, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà, ça c'est extrêmement important pour les enfants. Et évidemment, en corrélation, les parents, qui sont légalement les parents, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et au fond, c'est bien le rôle d'un État que d'offrir la protection la plus large à ses citoyens, qu'ils soient parents ou qu'ils soient enfants. Alors derrière ça, il y aura forcément un débat de fond sur les familles issues d'un don, sur les personnes conçues par don. Est-ce qu'on considère que c'est une bonne façon de faire une famille, que c'est une façon tout à fait légitime, tout à fait belle, tout à fait digne de constituer une vraie famille, les familles issues d'un don, ou bien est-ce qu'on considère, comme ceux qui veulent interdire le don, ce qui est le cas de la Manif pour tous depuis les derniers états généraux de la bioéthique, que finalement ces familles issues d'un don ne devraient pas exister, qu'il faudrait les supprimer, qu'il faudrait ne plus les organiser parce que tout simplement le statut de donneur n'est pas pensable puisque pour eux le seul vrai parent c'est le biologique. Donc il y a un débat de fond derrière ça, il y a les anti-dons, on va dire, ceux qui considèrent que ça ne doit pas être organisé, que les donneurs doivent être considérés comme des pères, que les pères qui deviennent pères sans avoir procréé ou les couples de femmes qui n'ont pas procréé ensemble ne peuvent pas faire des familles. On est contre le don ou on est pour le don. Je pense que de ce point de vue-là, après 50 ans d'expérience et en particulier les dernières années, il faut se prononcer clairement pour dire maintenant, il faut faire une place au soleil à ces familles. Ce sont des familles comme les autres, ce sont des familles qui élèvent leurs enfants aussi bien que les autres. Les enfants étaient très désirés et donc il y a les familles adoptives, il y a les familles fondées sur la procréation, et bien il y a aussi les familles fondées sur le don et elles ont droit à une place au soleil.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on est on est à une période de choix. Il y a certains qui voudraient écraser la filiation sur une vision un peu fondamentaliste du biologique, oui. Ce qui est également une recréation. Au point de refuser le don. C'est ça, ce qui est par ailleurs, ce qui serait quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas non plus, c'est quelque chose qui est quand même à soi tout seul une démarche qui est très chargée. Ça serait revenir sur 50 ans en arrière. Absolument. Donc pour le coup, il y a cette solution un peu réactionnaire, on peut dire, sur le fond, où il y a la question de dissocier clairement la filiation et la parenté de la question de l'accès aux origines traitée par ailleurs et pour le coup clarifiée par ailleurs, et donc clarifiée et dissociée dans l'intérêt du renforcement et de l'égalité de tous les parents et de toutes les familles et de l'égale protection, puisqu'à l'heure actuelle, il y a pour beaucoup de familles des enjeux de protection. Il y a une protection qui n'existe pas dans les premiers mois, dans les premières années de l'existence de l'enfant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas déconstruire, on ne va pas revenir en arrière sur deux choses. À la fois le fait qu'on a fait des progrès en matière de procréation médicalement assistée qui sont considérables. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité le fait qu'on n'utilise pas ces techniques. Elles sont d'ailleurs utilisées déjà pour les couples hétérosexuels. On sait qu'elles sont utilisées par les couples de femmes. C'est des radicaux qui veulent aller à l'étranger. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Et la conception fondée sur la biologie, qui est vraiment liée au fond à une conception aux racines chrétiennes de la pensée de la Manif pour tous, c'est-à-dire c'est vraiment la première épître aux Corinthiens de Saint Paul. Puisque tu ne peux pas être abstinent, tu vas être un homme plus une femme, tu vas te marier pour en créer un troisième, et on ne peut pas sortir de ce schéma-là. Sauf que la société aujourd'hui n'est pas du tout, ça fait des décennies et des siècles en réalité qu'elle n'est pas dans ce schéma-là. Donc, et beaucoup de chrétiens n'y sont pas non plus. Absolument. Donc voilà, d'ailleurs, c'est pas comme ça que le droit va trouver des solutions, parce que nous allons l'aider à trouver des solutions, parce qu'au fond, il existe déjà des solutions. Il suffit de regarder comment on fait la Belgique, l'Espagne ou le Québec, pour voir que les sociétés en question ne se sont pas effondrées, qu'on a protégé les enfants qui sont conçus grâce à un don, et que, ma foi, les enfants sont heureux d'être là, en tout cas. Voilà, je pense que c'est très important de ne pas nous enfermer dans un débat franco-français, alors que nous sommes en train un peu de devenir sur ces sujets un peu la lanterne rouge de l'Europe. Voilà, il faut voir autour de nous ce qui se passe. En Belgique, par exemple, où à côté du don anonymisé, il existe aussi la possibilité d'un don dirigé, c'est-à-dire d'un don où on vient avec le donneur est connu parce que ni les personnes les futurs parents, ni le donneur ne sont inquiets de cette connaissance. Eh bien, pourquoi ne pas l'imaginer aussi pour nous? L'expérience à côté de nous montre que les dons d'ovocytes seraient beaucoup plus nombreux si les donneuses pouvaient être connues et données pour une de leurs amies, par exemple, ou une de leurs parentes. Eh bien, il faut savoir évoluer sur ce point, et en effet, la pratique des autres pays est très éclairante. Écoutez, merci beaucoup pour ces quelques mots. Je pense que le message est clair. Nous avons un choix de société à faire, un choix politique. Mais ce choix, c'est un choix qui correspond à nos valeurs de progrès et à l'égalité de toutes les familles. Merci. Merci Flora.